Dans les rues élégantes du 16e arrondissement de Paris, la famille Dubois cachait un secret déchirant. Leur petite Emma, 4 ans, n'avait jamais fait un seul pas de sa vie. Les médecins avaient rendu leur verdict sans appel. Madame Dubois, votre fille ne marchera probablement jamais. Mais ce matin-là, Pierre Dubois, père épuisé et homme d'affaires respecté, allait découvrir quelque chose qui bouleverserait à jamais sa vision du monde. Sa nounou, Margot, une jeune femme discrète aux yeux bienveillants, préparait depuis des mois un moment qui défierait tous les pronostics médicaux. Car parfois, l'amour et la détermination peuvent accomplir ce que la science déclare impossible. Pierre Dubois observait sa fille Emma depuis le seuil de la porte du salon, le cœur serré par une douleur familière. Assise dans son fauteuil roulant miniature rose, la petite fille aux boucles dorées dessinait avec application ses grands yeux bleus concentrés sur son carnet de coloriage. Depuis l'accident qui avait coûté la vie à sa mère il y a 2 ans, et qui avait laissé Emma paralysée des jambes, leur maison bourgeoise du 16e arrondissement parisien semblait figée, dans un silence pesant et mélancolique. « Papa, regarde !» s'exclama Emma en levant son dessin avec enthousiasme. « J'ai dessiné des oiseaux qui volent au-dessus des nuages. Et là, c'est maman qui nous regarde depuis le ciel. » Pierre s'approcha lentement et caressa tendrement les cheveux soyeux de sa fille. « C'est magnifique, ma chérie. Maman serait très fière de ton talent. » Mais au fond de lui, chaque dessin d'oiseau, chaque mention de mouvement, chaque représentation de liberté lui rappelait cruellement ce qu'Emma ne pourrait probablement jamais faire. Courir, danser, simplement marcher. Les murs de leur salon témoignaient de cette nouvelle réalité. Les barres d'appui installées le long des couloirs, le monte-escalier qui défigurait l'élégant escalier en colimaçon, les rampes d'accès qui avaient remplacé les quelques marches menant au jardin. Chaque modification était un rappel constant du handicap de sa fille. Margot, la nounou qu'il avait engagée 6 mois plus tôt après avoir éconduit 3 candidates précédentes, entra silencieusement dans la pièce. Cette jeune femme de 28 ans aux cheveux châtains et aux yeux verts bienveillants avait quelque chose de particulier, une patience infinie et une façon unique de regarder Emma, non pas avec la pitié mal dissimulée qu'il lisait dans les regards des autres, mais avec une conviction inébranlable qui troublait Pierre. Contrairement aux autres nounous, Margot ne traitait pas Emma comme une petite fille fragile qu'il fallait surprotéger. Elle la défiait, la stimulait, refusait qu'elle s'apitoie sur son sort. Pierre avait d'abord trouvé cette approche trop dure, puis il avait remarqué qu'Emma souriait davantage, qu'elle semblait plus vivante en présence de Margot. « Monsieur Dubois », dit-elle de sa voix douce mais déterminée, « puis-je vous parler en privé ? C'est important. » Pierre fronça les sourcils. Margot n'avait jamais demandé d'entretien particulier depuis son arrivée. Elle s'occupait d'Emma avec une efficacité remarquable, ne se plaignait jamais, acceptait même de faire des heures supplémentaires quand Pierre devait s'absenter pour son travail d'avocat international. « Bien sûr, allons dans mon bureau », répondit-il, intrigué par l'expression grave de la jeune femme. Une fois la porte du bureau fermée, Margot se tourna vers lui, ses mains tremblant légèrement d'émotion contenue. L'atmosphère feutrée de la pièce, avec ses bibliothèques de droit et ses diplômes encadrés, contrastait avec la tension palpable qui s'installait. « Monsieur, je dois vous dire quelque chose d'extrêmement important concernant Emma. Ces derniers mois, j'ai remarqué des signes troublants, des mouvements involontaires dans ses jambes quand elle dort profondément, des réflexes qu'elle manifeste quand elle ne s'en rend pas compte, quand son esprit conscient ne contrôle pas son corps. » Pierre sentit son estomac se nouer. Margot. Les médecins ont été formels. L'IRM était clair. Les lésions de la moelle épinière sont irréversibles. Le professeur Moreau, le meilleur neurochirurgien de Paris, me l'a répété à plusieurs reprises. Je ne veux pas nourrir de faux espoirs, ni pour Emma, ni pour moi. Et si les médecins s'étaient trompés, insista-t-elle, les yeux brillants d'une détermination farouche. Et si Emma avait développé une paralysie psychologique suite au traumatisme de voir sa mère mourir sous ses yeux? J'ai étudié la kinésithérapie et la neuropsychologie pendant 4 ans avant de me diriger vers la garde d'enfants. J'ai vu des cas similaires. Laissez-moi essayer une approche différente, plus douce, plus psychologique. Pierre la regarda longuement, partagé entre l'espoir et la peur d'une nouvelle déception. Il avait consulté les plus grands spécialistes de France, d'Allemagne et même de Suisse. Il avait dépensé une fortune en traitements expérimentaux.
en séance de rééducation intensive, en consultation avec des sommités mondiales. Comment cette jeune femme, certes compétente, mais sans titre médical, pourrait-elle réussir là où les plus grands experts avaient échoué? Une semaine, dit-il finalement, la voix rauque d'émotion. Je vous donne une semaine pour me prouver qu'il y a vraiment de l'espoir. Mais je vous préviens, Margot, si c'est encore un échec, je ne pourrai pas le supporter. Emma non plus. Ce qu'il ignorait, c'est que Margot travaillait déjà secrètement avec Emma depuis des mois, utilisant des techniques douces et innovantes qu'elle avait développées lors de ses études et perfectionnées grâce à des recherches personnelles approfondies. Chaque après-midi, pendant que Pierre était absorbé par ses dossiers au cabinet, elle aidait la petite fille à redécouvrir ses sensations, massant délicatement ses jambes avec des huiles essentielles, l'encourageant à tenter des mouvements minuscules, travaillant sur la reconnexion entre son cerveau et ses membres inférieurs. Et Emma progressait, lentement, imperceptiblement, secrètement, mais sûrement. Margot tenait un journal détaillé de chaque séance, notant les moindres signes d'amélioration, les réactions positives, les moments où la fillette semblait retrouver des sensations oubliées. Le lendemain matin, Pierre décida de partir, plus tard au bureau, intrigué malgré lui par les paroles troublantes de Margot. En passant devant le salon, il entendit la voix encourageante de la nounou. « Allez, Emma, je sais que tu peux le faire. Concentre-toi sur tes orteils, sens-les, parle-leur. Ils t'écoutent, j'en suis certaine. » Il s'immobilisa et tendit l'oreille. Retenant son souffle, « Je sens quelque chose de bizarre, Margot. Mes pieds. » Il picote, comme quand on reste trop longtemps assis sur ses jambes. Le cœur de Pierre se mit à battre plus vite, tambourinant dans sa poitrine comme un marteau-piqueur. Il s'approcha discrètement de la porte entrebâillée et observa la scène avec une intensité presque douloureuse. Margot était agenouillée devant Emma, tenant délicatement ses petits pieds entre ses mains expertes, les massant avec des gestes précis et mesurés qu'elle avait visiblement répétés des centaines de fois. « Maintenant, ma petite guerrière, essaie de bouger tes orteils, juste un tout petit mouvement. Ne force pas. Laisse ton corps se souvenir. » Encourageait Margot de sa voix la plus douce. Et là, sous les yeux incrédules et emplis de larmes de Pierre, l'impensable se produisit. Le gros orteil d'Emma bougea. Imperceptiblement, mais il bougea, réellement. Un mouvement minuscule qui contenait pourtant l'espoir de tout un univers. Pierre dut s'appuyer contre le chambranle de la porte pour ne pas s'effondrer sous le poids de l'émotion. Ce qu'il venait de voir défiait non seulement tout ce qu'il croyait savoir sur l'état de sa fille, mais aussi 2 années de résignation, douloureuse et d'acceptation forcée. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'il avait peur qu'on l'entende depuis le salon. Il recula silencieusement, l'esprit en ébullition, les jambes tremblantes. Comment était-ce possible? Les IRM haute résolution, les examens neurologiques les plus poussés, les électromyographies, tout indiquait formellement que les nerfs étaient sectionnés. Le professeur Moreau, summum de la neurochirurgie européenne, lui avait montré les images en détail, pointant du doigt les lésions irréversibles. Pourtant, il avait vu de ses propres yeux l'orteil d'Emma bouger sous l'encouragement patient de Margot. Durant toute la journée au cabinet d'avocat où il était associé principal, Pierre ne parvint absolument pas à se concentrer sur ses dossiers les plus urgents. Ses clients remarquèrent son absence d'esprit, lui qui était habituellement si précis, si incisif dans ses analyses juridiques. Il revoyait sans cesse cette image troublante et merveilleuse, le petit orteil de sa fille qui bougeait sous les encouragements de Margot, ce mouvement minuscule qui remettait en question tout ce qu'il avait accepté comme une fatalité immuable. À 17 heures, n'y tenant absolument plus, il annula tous ses rendez-vous de fin d'après-midi et quitta son bureau plus tôt que jamais depuis des mois, laissant ses collaborateurs perplexes face à ce comportement inhabituel. En arrivant dans leur maison du 16e arrondissement, il trouva Margot en train de préparer méticuleusement le goûter d'Emma dans leur cuisine moderne au ton pastel. La petite fille était installée dans le salon adjacent, regardant un épisode de son dessin animé préféré, dans son fauteuil roulant, ses petites jambes recouvertes d'un plaid coloré. « Margot, il faut absolument que nous parlions, » dit Pierre, la voix tendue et vibrant d'une émotion qu'il peinait à contenir. Elle se retourna lentement, et il put lire immédiatement dans ses yeux verts qu'elle avait deviné qu'il avait assisté à quelque chose d'important ce matin,
Son expression mêlait appréhension et détermination. « Monsieur Dubois, je peux tout vous expliquer en détail. Je comptais de toute façon vous parler très bientôt. J'étais là ce matin, caché derrière la porte. J'ai vu son orteil bouger de mes propres yeux. Comment diable est-ce possible après tout ce qu'ont dit les spécialistes ?» Margot prit une profonde inspiration, rassemblant visiblement ses idées pour une explication qu'elle avait préparée depuis longtemps. « Monsieur, dès mes premières semaines auprès d'Emma, j'ai remarqué que ses réflexes plantaires étaient encore présents et réactifs. Ses jambes réagissaient subtilement au toucher, aux variations de température, aux stimuli tactiles. J'ai pensé que peut-être que le traumatisme psychologique massif qu'elle a subi était plus déterminant que les lésions physiques elles-mêmes. » Elle marqua une pause significative, cherchant les mots justes pour expliquer sa théorie révolutionnaire. « Pendant mes études en kinésithérapie et neuropsychologie, j'ai étudié des cas similaires, notamment chez des enfants victimes de traumatismes majeurs. Parfois, après un choc émotionnel d'une violence extrême, le cerveau peut littéralement débrancher la connexion consciente avec certaines parties du corps, même si les voies nerveuses restent anatomiquement intactes. C'est un mécanisme de protection psychologique. C'est comme si Emma avait volontairement oublié comment utiliser ses jambes pour ne pas revivre la douleur de l'accident. » Pierre s'assit lourdement sur une chaise de la cuisine, le souffle coupé. « Vous êtes en train de me dire qu'elle pourrait potentiellement remarcher ? Que tout ce calvaire des 2 dernières années pourrait n'être qu'un malentendu médical ? Je ne peux rien promettre avec certitude absolue, mais j'ai des raisons très sérieuses d'être optimiste. Depuis exactement 3 mois et 2 semaines, je travaille avec elle en douceur, sans aucune pression, en utilisant des techniques de reconnexion neurosensorielle. Je lui réapprends littéralement à sentir ses jambes, à rétablir le dialogue entre son cerveau conscient et ses membres inférieurs. Et ça fonctionne, lentement mais remarquablement sûrement. » Cette révélation bouleversait Pierre au plus profond de son être. Pendant des mois interminables, il avait vécu dans l'acceptation résignée et douloureuse du handicap permanent de sa fille, organisant toute leur vie autour de cette réalité qu'il pensait incontournable. Et voilà qu'on lui disait qu'il y avait peut-être, probablement, certainement de l'espoir. Mais pourquoi ne m'avoir rien dit plus tôt ? Pourquoi ce secret ? Demanda-t-il, partagé entre gratitude et incompréhension. Margot baissa les yeux, montrant pour la première fois une vulnérabilité touchante. Parce que je savais que vous aviez déjà tellement souffert, vous et Emma. Je ne voulais surtout pas vous donner de faux espoirs si ma théorie s'avérait incorrecte. Je préférais attendre d'avoir des preuves tangibles, des résultats concrets, avant de bouleverser à nouveau votre vie. Et maintenant, vous avez ces preuves, Emma fait des progrès absolument remarquables et encourageants. Ses sensations reviennent progressivement. Elle arrive à contrôler de plus en plus de groupes musculaires. Hier encore, elle a réussi à plier légèrement le genou droit et à effectuer une rotation de la cheville gauche. Je pense sincèrement. Je pense qu'elle pourrait très bientôt essayer de se tenir debout avec assistance. Pierre ferma les yeux, submergé par une vague d'émotions si puissante qu'il en avait le vertige. Margot, si vous avez raison, si elle peut vraiment remarcher un jour, vous ne nous redonnez pas seulement l'espoir. Vous nous redonnez littéralement la vie, l'avenir que nous pensions perdu à jamais. Il faut absolument qu'Emma y croie aussi de tout son cœur, ajouta Margot avec conviction. C'est probablement le facteur le plus important de sa guérison. Elle doit retrouver confiance en elle, en son corps, en ses possibilités. C'est pour cette raison cruciale que j'aimerais qu'on organise une motivation très spéciale, quelque chose qui l'inspire vraiment à se dépasser. Que proposez-vous exactement ? Margot sourit avec une tendresse évidente. Emma me parle constamment du jardin du Luxembourg depuis que je la garde. Elle rêve de voir les marionnettes du célèbre théâtre Guignol, de nourrir les canards du bassin, de se promener dans les allées fleuries. Si on lui donnait cet objectif concret et merveilleux, réussir à se tenir debout et faire quelques pas pour pouvoir aller au Luxembourg comme une petite fille normale. Cette nuit-là, Pierre ne ferma pas l'œil une seule seconde. Il resta, éveillé dans son lit, fixant le plafond, imaginant sa fille marchant à nouveau, courant joyeusement dans le jardin, riant aux éclats comme avant l'accident. Pour la première fois depuis cette tragédie qui avait détruit leur famille, il osait espérer, rêver, envisager un avenir différent. Et demain, il allait mobiliser toute son énergie, toutes ses ressources pour aider Emma à retrouver définitivement l'usage de ses jambes. Le samedi matin suivant,
Pierre prit une décision qui allait changer le cours de leur existence. Il décida de rester entièrement à la maison pour observer minutieusement le travail extraordinaire de Margot avec Emma. Il s'installa discrètement, dans le confortable fauteuil en cuir près de la grande baie vitrée du salon, feignant de lire attentivement son journal Le Figaro, mais en réalité totalement concentré et fasciné par les exercices progressifs que faisait sa fille sous la guidance experte de leur providentiel nounou. L'atmosphère de la maison semblait différente ce matin-là, chargée d'une électricité particulière, d'une anticipation presque palpable. Même Emma paraissait plus déterminée que d'habitude, ses yeux bleus brillant d'une confiance nouvelle qui réchauffait le cœur de Pierre. « Aujourd'hui, ma petite guerrière, nous allons essayer quelque chose de vraiment nouveau et excitant », annonça Margot avec un enthousiasme contagieux qui illuminait tout son visage. « Tu te souviens parfaitement de notre conversation sur le magnifique jardin du Luxembourg? Et si on s'entraînait sérieusement pour que tu puisses y aller debout, comme toutes les petites filles de ton âge ?» Les yeux d'Emma s'illuminèrent, immédiatement d'une joie pure et intense. « Tu crois vraiment, vraiment que je peux y arriver, Margot? Que je peux redevenir comme avant? » « J'en suis absolument certaine, ma puce adorée. Regarde attentivement tout ce que tu as déjà accompli ces dernières semaines. Tes orteils bougent parfaitement. Tes chevilles se plient naturellement. Tes genoux répondent à tes commandes. Il ne reste vraiment plus qu'une étape, la plus belle de toutes. » Margot installa méthodiquement des coussins moelleux tout autour du salon spacieux et positionna avec précision le fauteuil roulant d'Emma près du grand canapé en velours. Pierre observait chaque geste, chaque préparatif avec une attention de chirurgien, son cœur battant un rythme de plus en plus rapide. « On va commencer très doucement, sans stress aucun. Je vais t'aider délicatement à te mettre debout. Et tu vas simplement essayer de rester en équilibre quelques secondes, juste pour sentir tes jambes te porter. D'accord, ma championne ?» Pierre serra son journal si fort que ses articulations blanchirent et que le papier se froissa bruyamment. Il retenait littéralement son souffle, comme si sa respiration pouvait influencer le miracle qui était sur le point de se produire. Avec une douceur infinie et une technique visiblement maîtrisée, Margot passa délicatement ses bras sous les aisselles d'Emma et la souleva avec une lenteur calculée. Les petites jambes de la fillette, si frêles après ces mois d'immobilité, tremblaient visiblement, mais, miracle inouï, elle soutenait son poids. Emma poussa un cri de surprise absolue, mélange explosif de joie pure, de peur anticipée et d'incrédulité totale. « Je sens mes jambes, Margot. Elles me portent vraiment. C'est comme si elles se réveillaient après un très long sommeil. C'est absolument fantastique, Emma. Tu es officiellement debout. Tu es ma petite héroïne. » Pierre dut se mordre violemment la lèvre inférieure pour ne pas exploser de joie et révéler sa présence. Sa fille était debout, debout pour la première fois depuis cet accident maudit qui avait détruit leur univers. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues, mais c'étaient des larmes de bonheur pur, de gratitude infinie, d'espoir retrouvé. « Papa !» s'exclama soudain, Emma en l'apercevant dans son fauteuil, ses yeux pétillant d'une fierté immense. « Papa, regarde-moi, je suis debout. Je suis vraiment debout comme une grande fille. » Pierre se leva d'un bond, abandonnant complètement sa façade de discrétion, les jambes flageolantes d'émotion. « Je vois tout, ma chérie adorée. Je suis si incroyablement fier de toi, si fier de ma petite guerrière courageuse. » Margot maintint Emma debout pendant plusieurs minutes précieuses, ajustant délicatement sa position, l'encourageant à sentir l'équilibre naturel de son corps. Puis, l'aida finalement à se rasseoir en douceur. « C'était absolument parfait pour une toute première fois, ma championne. Demain, on essaiera un petit peu plus longtemps, et après-demain encore plus. » Les jours qui suivirent cette première victoire furent un tourbillon constant d'émotions, intenses et de progrès spectaculaires, qui dépassaient toutes les espérances. Chaque matin, Pierre partait au cabinet d'avocat le cœur léger comme une plume, et chaque soir, il découvrait de nouveaux progrès miraculeux qui le laissaient sans voix. Emma tenait debout de plus en plus longtemps. Elle arrivait progressivement à se déplacer en s'appuyant habilement sur les meubles. Ses jambes gagnaient visiblement en force et en assurance chaque jour. Le mercredi soir de cette semaine magique, Margot accueillit Pierre avec un sourire si radieux qu'il illuminait littéralement tout le hall d'entrée. « Monsieur Dubois, je crois sincèrement qu'Emma est parfaitement prête pour la grande étape finale. »« Laquelle exactement ?» demanda Pierre, le souffle déjà coupé par l'anticipation. « Son tout premier pas en autonomie complète. »
Elle a tellement envie d'essayer. C'est touchant à voir. Et physiquement parlant, elle en est absolument capable. Tous ses muscles répondent, son équilibre est stable, sa détermination est inébranlable. Le cœur de Pierre fit un bond si violent dans sa poitrine qu'il crut défaillir. Vous êtes absolument certaine qu'elle est prête? Venez constater par vous-même. Elle vous attend avec une impatience adorable. Ils pénétrèrent ensemble, dans le salon baigné par la douce lumière dorée de fin de journée, où Emma les attendait effectivement, debout près du canapé avec un aplomb remarquable, un sourire éclatant et confiant, aux lèvres qui réchauffaient toute l'atmosphère. « Papa, regarde bien, je vais marcher jusqu'à toi toute seule, comme une vraie grande fille !» annonça-t-elle avec une détermination touchante qui fit trembler la voix de Pierre. Pierre s'agenouilla lentement à quelques mètres d'elle, les bras grands ouverts, le cœur battant si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. « Je t'attends, ma princesse adorée. Papa est là, papa ne bougera pas. » Emma prit une profonde inspiration théâtrale, comme si elle se préparait à escalader l'Everest, lâcha courageusement le canapé et accomplit l'impossible. Elle fit un premier pas hésitant mais déterminé, puis un deuxième, plus assuré. Ses jambes tremblaient encore légèrement. Elle vacillait parfois, mais elle avançait. Réellement, elle marchait. Margot évoluait gracieusement à côté d'elle, prête à intervenir si nécessaire, mais sans jamais la toucher, respectant scrupuleusement cette conquête personnelle. « Allez, Emma, tu y es presque, ma chérie. Continue, tu es formidable. » encourageait Pierre, la voix complètement brisée par une émotion indescriptible. Et soudain, comme dans le plus beau des rêves, Emma se retrouva dans les bras protecteurs de son père, qui la serra contre lui en sanglotant ouvertement de joie pure et de gratitude infinie. « Tu as marché, ma petite merveille, tu as vraiment marché. Maman du haut du ciel doit être si fière de sa petite fille courageuse. Papa, maintenant qu'il est prouvé que je sais marcher, on peut aller au Luxembourg demain? S'il te plaît, dis oui. » demanda Emma avec cet enthousiasme débordant de l'enfance qui avait tant manqué à Pierre. Pierre regarda intensément Margot par-dessus la tête blonde de sa fille. Cette jeune femme absolument extraordinaire avait accompli bien plus que l'impossible. Elle avait littéralement redonné les jambes à Emma, mais infiniment plus encore. Elle avait redonné l'espoir, la joie de vivre et un avenir lumineux à leur famille brisée. « Oui, ma princesse chérie, demain matin nous irons nourrir les canards du bassin. Et tu marcheras fièrement dans le plus beau jardin de tout Paris, sur tes deux jambes retrouvées. » Cette nuit-là, Pierre téléphona à tous ses proches, sa voix vibrant d'une joie communicative, pour leur annoncer la nouvelle incroyable. Sa fille avait remarché. Le miracle qu'il n'osait même plus espérer dans ses rêves les plus fous s'était réellement produit. Grâce à l'amour inconditionnel, à la persévérance inébranlable et à la foi absolue d'une jeune nounou qui avait catégoriquement refusé d'abandonner. L'histoire d'Emma et de Margot allait rapidement devenir une légende inspirante dans tout le quartier chic du 16e arrondissement. Elle rappelait à tous les habitants, médecins, spécialistes et sceptiques, que parfois, quand l'amour authentique guide la détermination sans faille, l'impossible devient non seulement possible, mais magnifiquement réel. Et le dimanche matin, suivant dans les allées ensoleillées et parfumées du jardin du Luxembourg, une petite fille aux boucles dorées dansantes marchait fièrement main dans la main avec son père ému et sa nounou providentielle, prouvant au monde entier émerveillé que les vrais miracles existent encore, qu'ils naissent de l'amour patient, et qu'ils transforment à jamais les cœurs qui osent y croire. Elle n'avait jamais marché, jusqu'au jour où la nounou fit cela devant le père,